présenter ce qu'est un préface ou un préfice? Alors, ce sont des pôles recherche et formation en action sociale dont vous a parlé un peu Marcel Gégère ce matin. C'est des plateformes en fait qui ont été créées et financées par l'État et qui regroupent une multiplicité d'acteurs. Donc, il y a des centres de formation, les directions régionales santé et cohésion sociale, conseils régionaux, chercheurs, formateurs, praticiens et employeurs. Voilà, et ils visent ces pôles-là à mutualiser, faire connaître, valoriser la recherche en intervention sociale ou en action sociale, d'où le IS et AS, selon les préfices ou préfaces. Voilà, oui, l'idée, c'est vraiment de faire circuler les connaissances, les questions, les problématiques entre les centres de formation, les terrains professionnels et aussi donc les centres de recherche. Donc on va vous présenter 2 illustrations de travaux qui ont pu être conduits dans nos ex-régions respectives. Oui, parce que donc on présente ensemble puisque on fait maintenant partie de la grande région et voilà, d'où le binôme. Je vais commencer. Du coup, moi on a pas mal travaillé en Midi-Pyrénées sur la question de la professionnalisation en fait dans l'action sociale. Il y a une étude qui a été menée avec le laboratoire CERTOP, Corinne Saint-Martin, Frédéric Rodriguez et Pratik Menki, sur la question des parcours de professionnalisation. Et là, depuis 2-3 ans, on anime des séminaires de travail avec des praticiens sur plutôt la question de l'évolution des métiers, des organisations et des compétences. Voilà, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui bouge dans le travail réel. On a aussi mené avec l'Observatoire régional emploi et formation des groupes aussi de travail avec des employeurs sur ce qu'ils repèrent eux aussi des évolutions des métiers, des organisations et des compétences dans le social mais aussi dans le soin. Donc c'est plus pour l'instant des groupes de travaux où on co-élabore et qui, pour moi, il faut émerger des questions de recherche à mettre au travail et qui, enfin c'est ce qu'on va défendre, mais doivent être des recherches collaboratives pour qu'on puisse co-construire ensemble sur ces questions-là. Alors on a mis à jour des choses assez évidentes et en même temps qui nous ont permis de les nommer. C'est qu'avec ces 2 groupes-là en parallèle, il y a des compétences qui évoluent autour de la spécialisation dans la pratique ou de la polyvalence. Alors c'est de les nommer, mais c'est aussi que ces 2 compétences-là, elles sont en tension, c'est-à-dire qu'elles s'entrechoquent et finalement les professionnels, ils ne sont pas soit spécialistes, soit polyvalents, ils doivent gérer les 2 finalement au quotidien. Se spécialiser par exemple de plus en plus dans la connaissance de certains publics, puis en même temps gérer des différents dossiers, une multiplicité d'accueils, etc. Il y a la question de la coordination aussi qui vient en transversale là-dessus, qui est aussi une mission, une compétence qui est amenée à évoluer. Coordination de dispositifs, de parcours ou d'équipes. Voilà. Et tout ça sur un fond d'organisation et d'évolution aussi des publics accueillis qui bougent énormément, donc à prendre vraiment dans un système. Ces points de tension-là, ils viennent vraiment questionner la professionnalisation dans la pratique, comme c'était évoqué ce matin. Et donc ça, je vais y revenir tout à l'heure sur la question de la professionnalisation en tant que telle. Toi, tu as travaillé sur quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, alors nous, on a conduit une étude avec d'autres IRTS, Aquitaine, PACA, avec un centre de formation italien. Et cette étude, elle a été conduite pendant 4 ans avec des fonds européens. Donc, elle a réuni une centaine d'établissements et de professionnels, qui soient donc éducateurs spécialisés, assistants de service social, DRH essentiellement. Et de notre côté, donc plus de 300 étudiants ont été questionnés, observés. Et cette recherche, elle a tourné autour de la notion d'employabilité. Donc cette question qui pourrait paraître, voilà, comme ça, un peu facile à traiter, on l'a vraiment creusée pour réussir à distinguer déjà 3 dimensions, l'employabilité au sens commun, mais surtout, ce qu'on s'est demandé, c'est qu'est-ce qui se passe au moment du recrutement? Qu'est-ce qui fait que donc, nos étudiants, tous diplômés du même diplôme, qu'est-ce qui va faire la différence au moment du recrutement? Donc ça fait, donc sur 4 ans, vous imaginez le temps qu'on a pu y passer, ça fait l'objet de nombreuses enquêtes, vérifications, regroupements. Donc une employabilité au moment du recrutement. Et ensuite, en travaillant avec les professionnels, on s'est interrogé, on a encore franchi un palier, en se disant, mais qu'est-ce qui fait que dans un établissement,
certains jeunes diplômés progressent, sont plus mobiles, évoluent plus vite que d'autres. Alors là, après, on a tiré le fil sur la même question pour les salariés. Et donc, cette employabilité interne, on l'a vraiment définie, creusée, vérifiée, pour mettre en lumière 4 dimensions. Donc, la dimension d'autonomie, la dimension de prise de responsabilité, la capacité à représenter son institution, son service, d'avoir des mandats, d'assurer une délégation, et également la prise d'initiative. Et on a vu que ces 4 facteurs-là intervenaient tant au moment du recrutement qu'au moment de la mobilité interne. Donc l'idée, c'est vraiment de transformer nos programmes de formation, et pour les DRH aussi avec lesquels on a travaillé, de transformer, d'adapter leur politique de management, leur politique de recrutement. Et des RH se sont posé la question de comment faire émerger, comment entretenir, comment stimuler ces dimensions d'autonomie, de prise de responsabilité, de délégation et d'initiative. Et toi, ta recherche, elle a servi à quoi? Alors, déjà, à travailler avec les personnes qui étaient directement concernées par ces évolutions, je crois que c'était important aussi c'est pas une recherche, mais du coup de co-élaborer avec les personnes comment ils vivent en fait ces transformations-là en activité, dans leur travail réel, au-delà des référentiels. Voilà, et de justement pouvoir le croiser et le mettre en perspective avec des travaux de recherche, ou bien même des rapports qui ont pu être faits, on en parlait ce matin, les États généraux du travail social, ou bien le rapport gouvernemental qui vient de sortir, qui met en avant ces compétences-là. Donc c'est de voir côté terrain, côté praticien, comment c'est vécu, côté employeur, comment c'est vécu et perçu, et puis de les mettre en perspective avec des travaux. Ça nous questionne sur la question de la professionnalisation à 2 niveaux, sur la formation, bien entendu. C'est-à-dire que la professionnalisation côté formation, quelles connaissances en fait maintenant dispensées en formation se construisent en formation par rapport à toutes ces évolutions-là, puis aussi dans l'alternance ou dans la mise en situation professionnelle. Et puis le deuxième niveau, c'est tout simplement dans les organisations de travail, c'est comment on peut accompagner ces évolutions-là au quotidien, en voyant bien que la compétence, elle se construit là dans une multiplicité en fait, dans un système très complexe, voilà, et qui est le travail réel. Donc, ça ouvre des perspectives de recherche, il me semble vraiment là-dessus. C'est qu'est-ce qui se passe en activité et dans la pratique. Et le dernier point que je soutiendrai là, c'est que ça nous donne, la recherche, elle sert aussi du coup à poser des modèles forts qui vont nous guider. Et les choix des modèles, ils sont pas indépendants des options qu'on va prendre pour travailler sur ces questions-là. Si on se dote d'outils et de modèles gestionnaires, ce ne sera pas pareil que si on se dote d'outils et de modèles plutôt sociologiques ou en psycho du travail sur la question de l'analyse de l'activité, par exemple, ou de modèle d'organisation apprenante, comme on l'a vu tout à l'heure. Et toi, du coup, concrètement? Alors, concrètement, en fait, au sein de l'IRTS de Montpellier, suite à cette étude qui a été conduite par des formateurs, je ne sais pas si je l'avais dit tout à l'heure, on a repensé les dispositifs de formation. Donc sur les filières ES, JE, ES, on a construit les dispositifs pédagogiques sur la base de autonomie, prise de responsabilité, initiative. On a rajouté quelque chose aussi qui est venu des terrains, des pratiques, c'est la réaction face à l'imprévu. Donc penser l'imprévu est maintenant prévu dans nos dispositifs pédagogiques. Voilà, on a vraiment essayé de travailler sur ces espaces un peu de déstabilisation, parce que globalement, c'est ce qu'on nous a demandé. Ensuite aussi, cette étude, elle nous a permis de retravailler le capital personnel de chaque étudiant. C'est-à-dire que leur passé associatif, s'ils en avaient ou pas, on tente de le consolider, de le déployer, parce que c'est autant de situations professionnelles futures. En tout cas, c'est de l'entraînement. Donc l'entraînement aussi fait partie, les jeux de rôle, la simulation. Et également, quelque chose qui est assez important, c'est qu'on a réservé 10% de la formation de ces 3 diplômes
sur un temps qui est construit donc, sur des thèmes avec des terrains professionnels. Donc par exemple, donc c'est toujours très compliqué, hein. Je vous passe les débats sur le nombre d'heures, mais on a 10% d'heures consacrées sur un thème construit avec le conseil départemental sur la participation des familles en mesure de protection de l'enfance. On a 10% de temps consacré avec une assoce sur l'autisme. Voilà. On a 10% de contenu sur, je ne les connais pas tous, enfin voilà, il y a des thèmes vraiment sur développement durable, développement social. Donc voilà, des questions qui n'étaient pas abordées dans nos établissements, des questions qui ne sont pas abordées dans les référentiels de diplôme. Voilà, donc on a pu transformer ça et on a des exemples de DRH aussi qui ont essayé de travailler ça sur les mobilités internes. Et tu as des questions qui restent en suspens sur l'intérêt des recherches comme ça, collaboratives? Donc, ce qu'on voit en fait apparaître, c'est que c'est quand même assez difficile. Nous, on a travaillé sur 3 filières. Les terrains nous ont parlé, alors cadre intermédiaire, management de proximité. On n'a pas pu travailler avec la formation CAFDES, par exemple, pour venir présenter ses résultats. Et il me semble, ce matin, on parlait de formation globale ou quelque chose autour de ça. Et on est quand même encore dans le morcellement. Donc ça, c'est un point quand même qui nous dérange. Parce que, par exemple, on a encore en préparation d'épreuves orales des formateurs qui vont dire, ou des jurys à l'entraînement, qui vont dire « ne fais pas trop un télo » lors de la soutenance du mémoire. Voilà, il y a quand même parfois des choses un peu comme ça qui nous embêtent, hein. Ou alors des futurs directeurs qui demandent pourquoi on leur a demandé de lire un écrivain du 19e siècle. Quel intérêt en tant que futur directeur? Donc on voit quand même que ce morcellement, ce travail, il pêche encore. L'autre obstacle, c'est que dans des recherches collaboratives autres, on n'arrive pas à atteindre d'autres types de personnes, donc les personnes concernées. Et un autre public qui a été ciblé sont les décideurs institutionnels, les financeurs. On n'a aucun contact avec le CNFPT, avec les IRA, avec d'autres écoles d'administration. Et ça, c'est un peu embêtant parce qu'on se met à la place des directeurs, etc. Pour parler le même langage, pour parler recherche, c'est un peu compliqué. Et du coup, tu soulèves aussi la question des recherches collaboratives qui peuvent devenir des recherches transformatives, voilà. En pouvant associer les personnes, que ce soit des personnes concernées aussi aux tutelles, évidemment. Et effectivement, c'est des milieux qui restent relativement scindés et où il y a vraiment un bénéfice à avoir ou des innovations à poser dans la co-construction, dans l'hybridation. Il y avait ce terme-là qui est bien et dans nos recherches actuellement. Y compris parce qu'il y a une légitimité aussi à apporter, à appuyer et à crédibiliser, à continuer à crédibiliser la recherche en travail social. Voilà, il y a un enjeu qui est important et ça peut se faire aussi par des recherches comme ça collaboratives. Tu veux dire quelques mots en conclusion? C'est qu'on est dans une région où l'industrie est quand même plutôt présente et l'innovation. Et quand on regarde les comptes d'exploitation dans l'industrie, on sait qu'il y a des pourcentages qui sont réservés à la recherche et développement. Voilà. Et donc ça serait peut-être bien qu'on réussisse à convaincre nos financeurs, parce que les directeurs, je sais qu'ils sont convaincus, de pouvoir financer des postes, du temps, parce que comme on disait, la recherche, c'est peut-être pas obligatoirement beaucoup de moyens, hein. On n'a pas besoin de machines-outils, mais en tout cas, on a besoin de temps, et voilà. C'est le vœu qu'on peut formuler. Merci.